Hello, je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques du mois d'avril. Alors je n'ai jamais fait ce genre de vidéo, mais je sais pas, là j'avais envie. Alors cette liste n'est pas exhaustive, c'est selon mes goûts et ce que je lis habituellement. Donc si habituellement vous avez le même goût que moi, cette liste pourrait vous parler, mais voilà, il n'y a vraiment pas tout, j'ai juste sélectionné ce qui plairait moi. Alors le 3 avril, nous avons The American Roommate Experiment. Alors je vais regarder par là parce que j'ai mon PC ici et j'aurai le résumé. Je connais les grandes lignes, mais je ne pourrais pas vous faire un résumé complet, donc je pense que je vais lire le résumé pour que ça vous parle. Donc, The American Roommate Experiment de Helena Armas, je l'ai vu beaucoup passer en VO, et ça me disait bien. Rosie Graham a un problème, plusieurs en fait, elle vient de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à l'écriture de romans d'amour, elle n'en a pas parlé à sa famille et souffre d'un terrible syndrome de la page blanche. Puis le plafond de son appartement new-yorkais s'écroule, heureusement, elle dispose du double des clés de chez sa meilleure amie Catalina, qui est partie en lune de miel. Mais Rosie ne sait pas que Lina a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas. Les voici forcés de cohabiter. Voilà, je pense que c'est une petite romance toute mignonne. Alors, j'ai vu beaucoup d'avis positifs en VO, mais après, j'avoue que je ne suis pas très romance. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu le même style qu'Ali Hazelwood ou les autrices comme ça que je n'ai jamais lues d'ailleurs. Mais il faudra que j'y passe un jour. Enfin, c'est pas qu'il faudrait, mais j'aimerais bien. Donc voilà, une romance toute mignonne qui sort chez J'ai lu le 3 avril. Ensuite, toujours le même jour, nous avons La Vengeance de la Reine Pirate. Alors là, c'est de Tricia Levenseller et c'est chez les éditions Stardust qui ont déjà sorti les 2 premiers tomes de la duologie. Alors moi, je les ai lus en VO, donc là, c'est Fille du roi pirate. C'est le premier tome. Et en fait, là, c'est un tome compagnon. Donc vous avez une duologie qui principalement tourne autour de Alosa, qui est la fille du roi pirate. Et là, vous avez un tome compagnon, donc je vais peut-être pas vous le résumer, ça va peut-être vous spoiler la duologie. Mais on suit en fait Sorinda, qui est la femme, pas le bras droit, j'ai envie de dire, d'Alosa, en fait, dans ses aventures de la duologie. Et qui est à la base un assassin, si je dis pas de bêtises. Voilà, malheureusement, celui-là, je ne vais pas vous le résumer parce que j'ai peur que ça vous spoile la duologie si vous ne l'avez pas lu. Mais en tout cas, moi, je l'avais beaucoup aimé, j'avais lu la duologie en VO, et celui-ci je l'avais jamais lu en VO parce que quand il est sorti bien après. J'avais acheté les 2 tomes de la duologie d'un coup, et donc j'ai fini par l'oublier, donc je vais peut-être le lire là, mais je le prendrai certainement en VO du coup, pour la continuité. Mais voilà, si vous avez aimé la duologie, sachez qu'il sort le 3 avril chez les éditions Stardust. Ensuite, toujours le même jour, nous avons Esprit rebelle de Maggie Stiefvater, donc chez les éditions et Hachette Heroes. Alors là, c'est une réécriture de Rebelle, le dessin animé Disney. Alors, si vous connaissez le dessin animé, c'est juste une réécriture. Alors là, on va suivre Mérida, donc voilà, qui vit dans son royaume, paisiblement en Écosse. Et elle rêve d'aventures, de défis, etc., comme dans le dessin animé. La veille de Noël, elle surprend par hasard Feradak, un dieu de la destruction celte, alors qu'il est prêt à anéantir Dunbrock et ses habitants. Mérida passe à marcher avec une ancienne déesse de la création. La jeune fille a 1 an pour convaincre sa famille de changer. Si elle échoue, son clan devra payer les conséquences du retour de Feradak. 3 voyages, Mérida se lance dans 3 voyages épiques sillonnant les routes d'Écosse avec ses proches. Mais concentrée sur ce qu'elle aime, la princesse ne risque-t-elle pas de perdre de vue la personne la moins encline au changement elle-même? Donc voilà, c'est vrai que ça reprend vraiment les codes Disney, Hachette Heroes, voilà, c'est des réécritures, mais ça reprend quand même bien les codes des Disney. Donc voilà, moi j'avais beaucoup aimé Rebelle, j'avais même versé une petite larme à la fin, il me semble. Voilà. Et puis alors, ils ont fait un objet livre très très beau avec du jaspage sur le brochet. Donc voilà, s'il vous tente, il sort le 3 avril. Ensuite, toujours le même jour, décidément, nous avons Défier la nuit de Brigitte Kammerer. Donc cette autrice a écrit la trilogie, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, A Curse So Dark and Lonely, c'est... je ne sais plus en français quand même, mais c'est une trilogie qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Le 3e tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Et là, c'est une sortie du coup chez Rajo, toujours. Alors, j'avais lu que le 1er tome de la trilogie, j'avais pas trop accroché, surtout avec l'héroïne, bien qu'elle avait un handicap invisible, mais j'avoue que l'histoire, j'ai pas trop accroché, c'était un retelling de La Belle et la Bête. Mais là, je sais pas pourquoi ça me dit bien, donc je vais peut-être tenter. Donc, on nous dit, dans le secteur sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède.
Alors chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser de l'élixir remède contre la fièvre pour ceux qui en ont le plus besoin. Au palais, le prince Coric incarne la justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans le cœur des agitateurs et des criminels. Coric sait qu'il doit paraître convaincant dans ce rôle avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion. La mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins ténue et Coric sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un drame rassemble Coric et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient toujours dû se détester, devront faire face à un choix impossible. Suivront-ils l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre ou sauveront-ils le royaume ensemble? Voilà. Ça a l'air d'être un peu une romantécie, j'ai l'impression. Mais voilà, ça me disait bien, en sachant que moi j'aime toutes les histoires de royaumes, quand il y a des mondes qui s'opposent, etc. À voir ce que ça donne, parce que comme je vous le disais, j'avais pas trop accroché au premier tome de cette première trilogie. Donc à voir. Ensuite, le 4 avril, nous avons La Cité oubliée d'Hermine Lefebvre qui sort chez Scriméo. Alors Hermine Lefebvre, j'ai pas lu cette autrice, mais j'avais vu qu'elle avait sorti un roman qui s'appelle Cathédrale, si je ne dis pas de bêtises, et qui est sorti chez les éditions Léa Jeunesse. Je crois que c'était dans le côté jeunesse. Et là, j'avoue, ce qui m'a attiré, c'est plutôt la couverture. Marchant dans les pas de son père disparu, Lauro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénéziens croit englouti à jamais. Mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé et mené, il est devancé par Clémente. Ah, Clémente un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Ça me rappelle un petit peu l'histoire, enfin c'est pas que ça me rappelle, mais ça fait un peu référence, j'ai l'impression, à Atlantide. À cette cité dont tout le monde parle, mais qu'on a oublié, qu'on n'a jamais, dont on n'a pas de preuves, etc. Donc à voir. Mais en tout cas, j'avais vu beaucoup d'échos, de bons échos sur Cathédrale. Donc à voir ce que ça va donner avec ce roman-là. Ensuite, toujours le 4 avril, nous avons Désir immortel de Chloé Gong, donc chez les éditions Sabran. Moi, Chloé Gong, je l'ai découverte, enfin je la lis en VO en fait, même si les romans sortent au fur et à mesure en français. Moi, j'avais commencé la saga These Violent Delights, donc en français, Ces plaisirs violents. Toute la duologie est sortie chez De Saxus, enfin chez Sabran, et moi je l'avais lu bien avant sa sortie en français. Et là, justement, le mois prochain, je vais lire la deuxième duologie qui se passe dans le même univers, donc Fall Lady Fortune, quelque chose comme ça. Et celui-ci donc, est sorti l'année dernière, en 2023, en VO. Je voulais le lire aussi, mais en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai commencé en VO, je préfère lire dans l'ordre de parution. Parce que là, en fait, c'est son dernier paru, mais je sais qu'il est très attendu, qu'il était très attendu en VO et qu'il est très attendu en français. Donc là, il n'y a pas de Dieu en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Oui, donc la collection Sabran de Saxus, ce sont en général des réécritures. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Tallinn participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala a déserté le palais après l'assassinat de ses parents, de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. Voilà. Alors on nous avait dit, je crois que c'était un peu un mélange de Battle Royale, des choses comme ça. Enfin, je sais pas si vous connaissez Battle Royale d'ailleurs. C'est peut-être un peu plus de ma génération. Mais voilà, c'est un peu un combat sans merci pour avoir... Bon, c'est aussi un peu un mélange d'Hunger Games, j'ai l'impression. Un combat à mort pour être le gagnant et du coup gagner les jeux et pouvoir du coup faire ce qu'ils veulent. En tout cas, la couverture est très très belle. Ils ont repris la couverture VO. En général, de Saxus et Sabran reprennent les couvertures VO, donc ce qui est bien. Mais voilà, moi, ça me tente énormément, mais je pense que je vais lire ça plus tard. Mais en tout cas, si ça vous dit, il sort le 4 avril. Ensuite, là, c'est une sortie en VO le 9 avril. C'est The Familiar de Leigh Bardugo, qui est son premier roman adulte, parce que c'est l'autrice de la saga, l'univers Grishaverse, donc avec Shadow and Bone, comment s'appelle la trilogie, je ne sais plus, la duologie Six of Crows, King of Scars, etc. Et là, c'est le premier roman qui sort de l'univers et qui est assez adulte.
Il est très attendu. Je l'ai déjà précommandé, mais il est très attendu par toutes les femmes du coup du Grishaverse. Et je vous dis des bêtises parce qu'elle a déjà écrit un roman adulte, donc qui est La 9e maison, avec Hellbent en 2e tome. Je ne sais pas quand sortira le 3e tome, en tout cas je ne l'ai pas vu passer en VO non plus. Si ça se trouve c'est une duologie, j'en sais rien, je sais pas. J'avais lu que The Ninth House, et j'ai pas lu le tome 2, oui c'est aussi des sagas que je lis en VO. Donc là pour The Familiar, on nous dit, attendez, il faut que je le traduise. Donc on nous dit que dans une maison dans la capitale de Madrid, Lucia Cotado use de la magie pour je ne sais pas quoi, je ne connais pas ce mot en anglais. Mais quand sa maîtresse découvre que sa servante cache en réalité des talents, elle demande à Lucia d'utiliser ses talents pour favoriser la position sociale de sa famille. Alors j'avoue que là ils disent pas trop en quoi ça consiste. Donc ce qui paraît à la base comme un amusement dans la noblesse va tourner. Alors c'est très compliqué de traduire. Lucia va découvrir qu'Antonio Pérez, le secrétaire du roi d'Espagne, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah non, elle va le découvrir, mais découvrir quoi, je ne sais pas. Le roi est désespéré d'avoir un avantage dans la guerre contre l'Angleterre, contre la reine d'Angleterre, hérétique, et Pérez fera tout pour regagner, ah oui, parce qu'il est déchu, regagner les faveurs du roi. Alors, déterminée à saisir cette chance, Lucia plonge dans un monde d'alchimistes et de voyants. Mais la frontière entre la magie, la science et la fraude ne sont jamais certains. Bon, c'est très compliqué, mais voilà. De toute façon, je vous mets la photo et le titre du livre en bas, mais il me fait énormément envie. La couverture me dit moins, mais c'est vrai qu'elle donne le ton du livre, donc voilà, moi j'ai vraiment hâte. Ensuite, et je crois que c'est peut-être le seul roman un peu contemporain de cette vidéo, donc c'est Le Secret des Agapantes, donc c'est le premier tome de Clarissa Bars chez l'édition Charleston. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que Clarissa Bars, tous ses romans pour moi c'est des petits bonbons, j'essaie d'en lire un par an, et elle écrit aussi une romance de Noël par an. Là j'ai 2 romans de retard parce que l'année dernière j'en ai pas lu, mais comme ça au moins je sais qu'il en reste. Et donc là c'est sa première saga familiale, parce qu'en général ce sont que des one-shots. Alors pour ces sagas de Noël, en fait ce sont des tomes compagnons, donc vous pouvez les lire indépendamment, mais moi je les lis dans l'ordre comme ça. Je vois les petits clins d'œil et l'apparition d'anciens personnages. Mais là c'est sa première saga familiale, donc un peu la spécialité des éditions Charleston. Alors là on nous dit: trop de nuages s'amoncellent dans la vie de Flora, galeriste d'art à Los Angeles. Dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle, en pleine tourmente, la jeune femme se réfugie en Normandie dans la maison familiale dont elle vient d'hériter avec ses cousines Stella et Morgane. Quelques jours à peine après son arrivée, une mystérieuse boîte fait son apparition sur le pas de sa porte. À l'intérieur, un kaléidoscope de vieilles photos jaunies et un manuscrit défraîchi. La transporte dans le passé méconnu de sa grand-mère Joséphine. Dans les années 1930, des brasseries animées du Paris impressionniste au marbre d'un palazzo en pleine Italie fasciste, la jeune Joséphine, étudiante en beaux-arts, découvrait la liberté, l'amour et la trahison. Voilà, donc souvent, dans les romans de Clarissa Bars, vous avez une double temporalité. Donc là, ça va être pareil, mais ouais, là, j'ai l'impression qu'on va aller pas mal de lieux et d'époques, donc je pense que, je sais pas combien de tomes sont prévus pour cette saga familiale, mais j'ai vraiment hâte, parce que voilà, pour moi, Clarissa Bars, c'est une valeur sûre, et ça sort le 10 avril. Ensuite, nous avons le 10 avril toujours La Cour de la Nuit de C.N. Crawford, donc c'est le tome 2 de la saga Shadowfay. Je vous lis pas le résumé, je vous mets la photo, c'est la suite de La Cour des Ombres. Alors à la base, je voulais lire la duologie avec Frost et Ambrosia, mais finalement cette série me tente beaucoup plus. Donc je pense que je commencerai par découvrir avec cette saga-là. Voilà, je vais passer rapidement parce que comme c'est un tome 2, je ne vais pas vous spoiler, et moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, mais il sort le 10 avril. Ensuite, nous avons Fleur de cendre de Sarah Delisle, ou Delisle, je ne sais pas trop, chez Gulfstream Édition, donc le 18 avril. Alors là, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. En ce moment, je trouve que Gulfstream font des couvertures, mais vraiment à tomber.
voilà, j'avoue que c'est très superficiel, mais après même le résumé m'a beaucoup attiré. Une sororité de femmes sorcières guerrières qui œuvrent dans l'ombre, une quête de liberté au-delà de la beauté dans un univers de médiéval fantasy, une jeune femme passionnée par la magie ancienne, interdite et dangereuse au sein d'un complot royal. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Moi, on parle de sororité de femmes sorcières, de fantaisie médiévale et de magie interdite, etc., de cours, voilà, c'est tout ce qui me plaît. J'avoue que cette autrice, je ne sais pas si c'est son premier roman, parce que je n'en ai jamais entendu parler, mais en ce moment chez Gulfstream, il y a pas mal de titres qui me font envie. Il faut d'ailleurs que je lise le tome 2 de Mystic Flown, de... Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle. Sarah Chalice, quelque chose comme ça. Je suis désolée. Et puis, ouais, je trouve que les couvertures en ce moment de Gulfstream font vraiment très envie. Elles sont très esthétiques, elles attirent l'œil en tout cas. Donc voilà, celui-ci me fait très envie aussi. Ensuite, et ça c'est une série, bon, déjà un premier tome très attendu aussi, c'est la trilogie des glaces. Donc le premier tome c'est Glace de Stacey McEwan, donc chez l'édition Olympe. Ça sort le 11 avril. Je suis désolée, j'ai pas fait dans l'ordre du coup. Dawson n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Plus je lis de résumé, plus j'ai du mal. Survivre au froid mordant, ne pas faire de chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard, ils emportent dans le ciel, on ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawson a survécu jusqu'à présent, mais la chance tourne, elle est sélectionnée à arracher de sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre? La mort, l'esclavage, pire encore. Voilà, ça a l'air assez sombre. C'est un roman que je pense, si je me le procure, garder pour cet hiver, parce que la couverture, bah voilà. Vous avez du givre, et puis rien que le titre, voilà, Glace, mais il me fait très envie. Je me dépêche un petit peu, donc là, le 11 avril toujours, vous avez les Chroniques de Castellane, tome 1, le Parlam de Cassandra Clare. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être le premier roman qui sort de son univers des Shadowhunters. Il y a une très belle version reliée qui sort chez De Saxus, mais je suis pas sûre de la prendre parce que Cassandra Clare, j'avais lu les 3 premiers tomes de la saga originale, donc avec les 6 tomes de Shadowhunters, et j'avais bien aimé, mais j'avais revendu parce que j'avais les 6, et je les avais revendus parce que j'avais pas tant que ça accroché. Et donc là, on va suivre en fait dans la cité de Castellane, donc Kell, qui est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Codor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie. Dr. S, il lui permet de se déplacer à Castellane pour soigner les malades, cependant elle ne peut pas guérir la seule personne qui compte pour elle, sans avoir accès à un savoir interdit. Donc voilà, je pense que les destins vont se croiser, mais il me fait très envie. Voilà. Style dans ma wishlist des sorties littéraires, je pense que c'est parce que j'en ai envie, mais voilà, il est très beau, mais c'est pas pour ça que je l'achèterai, je pense pas le prendre en relié, parce que Cassandra Clare, j'avais quand même des réserves. Ensuite, une autre sortie en VO, c'est To Gaze Upon Wicked Gods, qui sort le 16 avril, donc chez l'édition Del Rey. Si vous voyez, c'est la couverture qui m'a donné envie. Alors moi, je suis très fantasy asiatique, mais ça, je pense que vous le savez depuis un moment. Alors là, je suis désolée, je ne vais pas vous faire le résumé parce que je savais, comme tout à l'heure, je vais mettre une éternité à vous le pitcher. Mais donc, on est dans un monde qui a été conquis par d'autres personnes ou d'autres dieux, je ne sais pas. Et elle a été graciée par la mort, quelque chose comme ça. Et elle a l'habilité de prendre la vie des corps mortels. Oula, c'est très 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 tenu. Elle va découvrir, son don va être découvert par le prince ennemi qui va lui offrir un deal, c'est d'être son assassin privé et éliminer ses rivaux politiques. Voilà, donc j'imagine qu'il va y avoir. C'est peut-être un espèce d'Enemies to Lovers, mais en tout cas, ouais, ça me fait très envie. La couverture est magnifique. Il sort le 16 avril. Ensuite, le 17 avril, chez les éditions. Alors, c'est le nouveau label Calix qui a été révélé il n'y a pas longtemps. The Curse of Saints de Kate Dravis. Donc, c'est un roman qui va sortir en brochet et en relié, qui est très beau d'ailleurs.
En tant qu'Estion émérite et troisième commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui le menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival, exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Et lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Voilà, donc c'est de la fantasy assez classique, j'ai l'impression, d'après le résumé, mais ça me fait très envie quand même. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, en VO, donc la traduction était assez rapide. Et voilà, il sort le 17 avril. Ensuite, nous avons le 17 avril toujours un thriller, je crois que c'est le seul de la liste, c'est La Psy de Freda McFadden. Freda McFadden qui a écrit La femme de ménage et la suite, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un roman qui passe beaucoup en ce moment, c'est un thriller domestique si je ne dis pas de bêtises, et qui fait beaucoup de bruit et qui me tente aussi énormément. Donc là, la sortie est prévue le 17 avril chez City Éditions. On va suivre du coup Tricia et Ethan qui sont jeunes mariés, qui visitent un manoir isolé qui a appartenu à un docteur, un psychiatre, Adrian Hale, disparu 4 ans plus tôt sans laisser de traces. Je ne vais pas en lire plus, déjà ça me met des frissons partout. Donc voilà, c'est un thriller quoi, donc je pense que c'est plutôt bien pour la période automnale, même s'il sera là en mois d'avril. Ensuite, nous avons Magie et Sentiments de Ariel Holst. Donc, c'est la première romantécie d'Ariel Holst d'ailleurs. C'est chez l'édition Slalom, donc il y a une belle version reliée aussi comme je veux dire comme d'habitude, mais non, pas comme d'habitude, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Et donc là, cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1855, la situation politique a changé. Un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Donc un mariage arrangé entre un Luc Exeter est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunaires. La rencontre a lieu à Buckingham Palace où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva, la sœur de Nathaniel. Bon, bah écoutez, je ne vais pas lire plus. Voilà, c'est une romantécie. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de lune, de terre, etc. Donc pour moi, ce serait plutôt de la science-fiction, d'après résumé. Mais voilà, donc là, ils ont mis en gros romantécie avec des mages, etc. Ça fait plutôt envie, surtout qu'Ariel Holst, j'aime beaucoup ses écrits. J'ai lu il n'y a pas longtemps Les Royaumes Immobiles, mais j'avais aussi lu Les Sœurs Caramine, L'âme vive. Il y en a pas mal quand même que j'ai pas lu. Je crois que j'ai pas trop lu les Jeunesse parce que ça me tentait pas trop. Mais ouais, celui-là me tente pas mal, ils sont les 18 avril chez Slalom. Ensuite, un roman de Michael McDowell, donc Cathy, qui sort le 19 avril chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors je n'ai toujours pas lu Blackwater, j'ai toujours pas lu son autre roman qui s'appelle Les Aiguilles d'Or, quelque chose comme ça, qui est sorti l'année dernière. Mais là je le mets parce que j'ai vraiment envie de le découvrir, mais en fait, même si la saga Blackwater, ce sont des petits tomes de 300 pages, j'avoue que lire 6 tomes, ça me tente pas trop en ce moment, donc je préfère des one-shots. Et donc là on nous dit, lorsqu'en 1871, la désargentée et intrépide Philomela, Drax reçoit une lettre de son richissime grand-père déclarant qu'il craint pour sa vie à cause d'une famille peu scrupuleuse, les Slay. Elle se précipite à sa rescousse. Mais le temps presse car Cathy Slay, une jeune femme dotée d'un don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée des rues poussiéreuses d'un village du New Jersey au territoire étincelant du Saratoga. En passant par les quais de New York, Philo poursuit Cathy, à moins que ce ne soit à l'inverse, car personne n'échappe à Cathy la furie. Voilà, ça a l'air glauque, et j'ai l'impression que la couverture veut faire un peu ressortir ça, un peu le sang, etc. Alors, Michael McDowell, je sais que c'est vraiment, c'est pas des bonbons, quoi. Mais voilà, celui-ci me tente bien, même si je pense qu'il va me faire un petit peu peur. Ensuite, une romance Better Than the Movies de Lynn Painter qui a eu un franc succès quand même dans la sphère anglophone. Donc il sort le 24 avril chez Comet, que je ne connaissais pas du tout. Donc là on nous dit Liz Buxbaum est une incurable romantique, rom-com et roman à l'eau de rose. Elle attend avec impatience le jour où ce sera son tour de vivre la parfaite histoire d'amour, mais à l'approche du bal de promo, Liz désespère de rencontrer son prince charmant. Alors, lorsque Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier, Liz est convaincue que c'est un signe du destin. Mais le destin semble décider à la jeter dans les bras d'un autre garçon, Wes Bennett, son voisin et ennemi de toujours. Et malgré l'avertissement de sa mère de ne jamais tomber amoureuse du bad boy, Liz se surprend à apprécier de plus en plus de passer du temps avec lui. Voilà.
C'est une romance très classique, j'ai l'impression, mais qui peut être assez rafraîchissante, en tout cas pour l'été, parce que la couverture et même le jaspage, parce que maintenant il y a aussi un jaspage sur le brochet, fait très printanière, parce qu'il y a des espèces de marguerites, donc voilà. Il me tente bien. C'est vrai que je lis pas beaucoup de ces romans de ce style, un peu comme le premier que je vous ai présenté, mais je me dis que ça peut changer. Ensuite, je me dépêche, il en reste 3. Donc, vous avez L'Engrange Temps, le tome 2, Les Heures Obscures, donc chez Hachette Roman. Donc, il sort le 24 avril. Alors, je ne vais pas vous parler du résumé parce que c'est un tome 2. Mais la couverture est magnifique. Le premier tome aussi était magnifique. Je voulais l'acheter. Et en fait, au fur et à mesure, je me dis... là, j'ai vachement diminué ma consommation de livres. Et surtout, j'attends parce que je me dis, c'est peut-être avec la hype, avec la communication que j'ai très envie de le lire. Et quand j'attends quelques mois, des fois, je me dis, bon, j'ai toujours envie de le lire, donc je le prends. Mais si je n'ai plus envie, bah, au moins, j'aurais pas dépensé pour rien, entre guillemets. Mais là, il fait toujours autant envie. Et voilà. Donc, je vous fais pas le résumé. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, il sort le 24 avril. Et en fait, c'est le dernier, là. C'est Dragon Rider de Taran Mataru. Donc, c'est une VO qui sort le 25 avril chez Harper Voyageur. Et bah, on va parler de dragons tout simplement. Et c'est la couverture aussi qui m'a attirée parce que vous avez un beau dragon dessus. Alors là, ils disent que c'est pour ceux qui ont aimé Iron Flame et Dragonfall. Donc Dragonfall qui est aussi dans ma wishlist et qui est déjà sorti. Là, on va suivre Jay qui passe sa vie à servir le cruel empire qui a tué sa famille. Et pour être plus puissant, le jeune fils de l'empereur va être lié à la princesse Erika du royaume d'Ansk, un royaume inconquérable, je ne sais pas si ça se dit, avec des créatures anciennes. La princesse va amener avec elle un cadeau, un dragon, des dragons même. Et quand la cérémonie du mariage va mal tourner, il y aura un sanglant coup d'état, enfin pas un coup d'état parce que c'est pas un état, mais un coup quoi. Et Jay va avoir la chance de s'échapper et il va s'échapper avec une guerrière Frida, mais en volant aussi un dragon, un œuf de dragon. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est quelque chose d'adulte, donc j'avais déjà entendu parler de Taran Mataru, mais pour une saga, je crois, alors je sais plus, c'est The Summoner quelque chose, je sais plus, et qui avait beaucoup plu à l'époque, ça fait déjà quelques années. Mais là, j'ai vu beaucoup de bons avis en VO, donc voilà, j'ai hâte. Voilà, sur ce, c'était une liste très longue, je suis désolée si c'était décousu, parce que ça n'a pas fait ce genre de vidéo, et en fait, je connais les trames des résumés, mais je voulais vraiment vous lire, pour la plupart, les résumés, même si ça fait pas très pro, mais parce que pour vous donner envie, il faut vraiment avoir tous les tenants aboutissants, et je me sentais pas capable de vous résumer chaque livre avec mes mots. Donc voilà, ça c'est ma liste, mais je suis pas sûre de tous les acheter. Voilà, comme je vous dis, j'attends un peu que la hype parte. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont les romans qui me font le plus envie dans les prochaines sorties du mois d'avril. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo.